merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Reconnaissance de l'État de Palestine après le pas fait par plusieurs pays en attendant d'autres ralliements à la cause palestinienne. La solution à deux États est possible et reste toujours d'actualité. Le drapeau palestinien hissé au Royaume-Uni pour marquer la reconnaissance de l'État palestinien. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit l'archevêque d'Alger, le cardinal Jean-Paul Vesco. La diplomatie algérienne déployée à New York, Ahmed Attaf prend part à la cérémonie de lancement officiel de la Déclaration mondiale de la protection du personnel humanitaire, mais aussi à la séance publique de haut niveau de l'Assemblée générale en commémoration du 80e anniversaire de la création de l'ONU. Et puis Kiev qui annonce avoir abattu des dizaines de drones russes au moment où 3 civils russes sont tués dans une attaque ukrainienne dans la péninsule de Crimée. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre. Retour tout d'abord dans cette édition sur la reconnaissance par plusieurs pays de l'État de Palestine. Le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abu-Rodaina, a salué cet acte fait notamment par le Royaume-Uni. Le président palestinien Mahmoud Abbas s'adressera ce soir au rassemblement annuel des dirigeants mondiaux aux Nations Unies via une liaison vidéo après que les États-Unis aient déclaré qu'ils ne lui accorderaient pas de visa pour se rendre à New York, une décision vivement critiquée. La reconnaissance du Royaume-Uni est essentielle car elle prouve que la solution à deux États est toujours d'actualité. Le Royaume-Uni est un allié de longue date des États-Unis et Israël adopte désormais la bonne direction et la bonne politique. C'est essentiel et nous encourageons tous les pays à reconnaître l'État de Palestine car c'est la seule voie vers la paix et la sécurité dans la région. Sans État palestinien, sans la solution à deux États, il n'y aura ni sécurité ni paix dans la région. Nous exhortons les Américains à revoir et à modifier leur politique. Celles-ci ne mèneront à rien. Il n'y aura ni paix, ni sécurité, ni prospérité dans la région tant que la question palestinienne ne sera pas résolue. Nous avons un État sous occupation sur le terrain. Cela doit cesser et nous espérons que le monde entier continuera, surtout aujourd'hui, à œuvrer pour sa reconnaissance, car s'il souhaite la paix et la sécurité, c'est la seule voie possible. La ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, a déclaré que son gouvernement souhaitait maintenir vivant l'espoir d'une solution à deux États avec sa décision de reconnaître l'État palestinien. S'exprimant à New York avant l'Assemblée générale des Nations unies, Cooper a déclaré que la dévastation à Gaza et l'expansion des colonies en Cisjordanie mettent en péril tout espoir de paix et de stabilité dans la région. Regardez. Il s'agit donc d'une étape historique et morale que nous franchissons aux côtés de nos alliés. Reconnaître l'État de Palestine afin de préserver l'espoir d'une solution à deux États à un moment où le risque de la voir mise en péril par les ravages de Gaza et l'expansion des colonies est réel. Et si nous n'agissons pas maintenant, le risque est que tout le monde tourne le dos à la solution à deux États, seule voie durable vers la paix et la sécurité dans la région. C'est pourquoi c'est si important. Et le chef de la mission palestinienne au Royaume-Uni, Houssem Zomlot, a hissé le drapeau de son État lors d'une cérémonie spéciale à Londres ce lundi pour marquer la reconnaissance par la Grande-Bretagne d'un État palestinien. La levée de drapeau était un engagement pour garantir la liberté des Palestiniens, a déclaré Zomlot lors de la cérémonie sous les applaudissements de la foule. In the same capital
Dans la même capitale que la déclaration Balfour, après plus d'un siècle de déni, de dépossession et d'effacement continu, le gouvernement britannique a finalement franchi la mesure tant attendue de reconnaître l'État de Palestine. Il s'agit de mettre fin au déni du droit inaliénable du peuple palestinien à la liberté et à l'autodétermination. Et c'est la reconnaissance d'une injustice historique. Mesdames, Messieurs, la Palestine existe. Elle a toujours existé et existera toujours. Ce moment est un acte de défiance envers la vérité, un refus de laisser le génocide avoir le dernier mot, un refus d'accepter que l'occupation soit permanente, un refus d'être effacé et un refus d'être déshumanisé. Considérons ce moment comme un appel à l'action pour mettre fin au génocide et au nettoyage ethnique, pour lever le siège et mettre fin à l'occupation, pour demander des comptes aux agresseurs, en utilisant tous les moyens légaux possibles, y compris des sanctions globales et embargo total sur les armes. Et on le disait hier, ici même, l'Australie vient de reconnaître officiellement l'État de Palestine. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese à New York. L'Australie qui reconnaît donc la Palestine aux côtés du Canada et de la Grande-Bretagne dans le cadre d'un effort visant à relancer l'élan en faveur d'une solution à deux États qui commence par un cessez-le-feu à Gaza. Aujourd'hui, je suis heureux d'être ici avec la ministre Wong pour annoncer qu'à compter d'aujourd'hui, le Commonwealth d'Australie reconnaît l'État de Palestine. En Australie, nous avons une position de longue date partagée par deux États, Israël bien sûr et la Palestine. Cette reconnaissance annoncée aujourd'hui, en accord avec nos partenaires internationaux, le Royaume-Uni et le Canada, signifie que 3 des pays du groupe des 5 prennent cette décision aujourd'hui. Les Australiens veulent que les massacres cessent. Ils ne veulent pas non plus, bien sûr, que le conflit s'installe en Australie et ils souhaitent que les peuples palestiniens et israéliens connaissent un avenir plus prometteur, une sécurité véritable et une paix véritable. Aujourd'hui, nous avançons dans cette voie. Et le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a déclaré ce dimanche que le pays nordique exposerait les conditions de la reconnaissance d'un État palestinien lors de l'Assemblée de l'ONU à New York cette semaine. Rasmussen, qui avait précédemment déclaré que le gouvernement danois ne pouvait pas reconnaître un État palestinien parce qu'il ne disposait pas d'une autorité unique fonctionnelle ni d'un contrôle total sur son propre territoire. Plus tôt cette année, le Parlement danois avait rejeté une proposition visant à reconnaître un État palestinien soutenant le point de vue du gouvernement selon lequel les conditions nécessaires n'étaient pas réunies. Lundi se tient cette conférence de haut niveau et j'y serai au nom du Danemark pour définir clairement la date à laquelle le Danemark sera prêt à reconnaître la Palestine. Jusqu'à présent, nous avons de facto accordé un veto à Israël sur cette question, car nous avons affirmé que la reconnaissance danoise de la Palestine interviendrait lorsque une solution négociée à deux États sera trouvée. Or, c'est encore loin d'être le cas non seulement à Gaza, mais aussi dans les colonies de Cisjordanie. Le gouvernement de Netanyahou a déclaré son opposition à une solution à deux États. C'est pourquoi nous voulons faire évoluer notre position afin que la décision ne soit pas entre les mains d'Israël, mais bien entre les mains du peuple palestinien lui-même et que nous prenions les décisions et fassions le nécessaire pour que le Danemark reconnaisse la Palestine. Nous espérons pouvoir y parvenir. Et la Russie croit toujours qu'une solution à deux États est le seul moyen de régler le conflit au Moyen-Orient, déclare le porte-parole du Kremlin ce lundi, après avoir été interrogé sur la décision de certains pays occidentaux de reconnaître l'État palestinien. La Grande-Bretagne, le Canada, nous le disions, l'Australie, mais également le Portugal ont tous reconnu un État palestinien dimanche. Une décision née de la situation humanitaire catastrophique et de la déstabilisation de la région engendrée par le génocide à Gaza et visant à promouvoir une solution à deux États. Nous restons attachés aux résolutions fondamentales du Conseil de sécurité de l'ONU et restons attachés à la position internationale sur la possibilité de résoudre le problème israélo-palestinien sur la base d'une approche à deux États. Cela reste notre approche et nous pensons que c'est la seule voie possible pour trouver une solution à ce conflit extrêmement complexe et ancien, qui se trouve peut-être aujourd'hui à son stade le plus aigu et le plus tragique de toute son histoire.
Après que plusieurs pays aient reconnu l'État de la Palestine hier, les Palestiniens de Cisjordanie occupés se sont exprimés. L'espoir renaît. Ils restent cependant sceptiques par rapport à la suite des événements, comme nous l'explique Amal Amazian Zitouni. À la place de Ramallah en Cisjordanie occupée, le drapeau palestinien flotte. Les unes de journaux palestiniens titrent sur la reconnaissance de l'État palestinien par 4 grandes nations occidentales. Les Palestiniens y voient un accomplissement et un signe d'espoir. Ces raids et arrestations en Cisjordanie et Gaza sont une réponse à la reconnaissance car cela n'est pas dans l'intérêt d'Israël. Israël rejette la reconnaissance et ne veut pas d'un État palestinien. Il s'oppose à un État palestinien. Israël, lui, y est opposé. Nous espérons donc qu'un État verra le jour, que nous serons libres et que nous nous installerons si Dieu le veut. Malgré l'espoir que porte cet élan de reconnaissance de l'État de Palestine, certains Palestiniens en Cisjordanie occupée ne sont pas enthousiastes sur la suite des événements. Que les nations du monde nous reconnaissent est une belle réussite. Cela donne la légitimité juridique nécessaire pour créer un État palestinien à l'avenir. J'espère que cette reconnaissance ne sera pas conditionnée en coulisses. Cette reconnaissance est le fruit de la pression exercée par les peuples sur les parlements, notamment britanniques, le pays qui a le plus infligé d'injustice au peuple palestinien. Nous avons constaté que plus de 150 États ont reconnu l'existence palestinienne, mais malheureusement sur le terrain, nous constatons le contraire. Nous espérons que cette reconnaissance désormais mondiale permettrait au moins d'obtenir une petite partie de la liberté du peuple palestinien. Une avancée politique considérable en attendant des mesures concrètes permettant de mettre fin à l'occupation sioniste, c'est le souhait des Palestiniens. Et alors que de plus en plus de puissances occidentales reconnaissent ou s'apprêtent à reconnaître l'État palestinien, les villageois de Cisjordanie se voient expropriés et expulsés de leurs terres. Avec l'avancée de l'expansion sioniste, les colonies encerclent désormais la ville et forment un périmètre quasi ininterrompu en grignotant du terrain autour de cette dernière, Sohila Kilal. Dans les vallées de Cisjordanie, les bergers de Jabal el-Baba s'occupent de leurs troupeaux de bétail. Mais ces villageois risquent de se voir expropriés de leurs terres ancestrales. Au total, pas moins de 80 familles risquent d'être chassées des derniers lopins de cette vallée léguée par leurs aïeux. L'expansion des colonies juives sur les territoires palestiniens occupés encercle la région et l'application du plan d'extension sioniste appelé E1 mènera inexorablement à l'expulsion injuste et délibérée de ces Palestiniens par l'entité sioniste. Aujourd'hui, les gens ont peur. Ils se demandent ce qu'ils feront si le projet E1 se concrétise. Il est inutile de saisir les tribunaux. Auparavant, on aurait obtenu une ordonnance d'ajournement. Mais aujourd'hui, ils ordonnent immédiatement l'évacuation. Il y a un mois, ces villageois ont reçu des avis de démolition et d'expulsion remis par les forces d'occupation sionistes afin qu'ils puissent exécuter ce qui restait pour la fermeture du mur et ouvrir une route appelée la ligne de vie afin de détourner les routes et d'éloigner les Palestiniens des colonies implantées dans cette région. Notre principale source de revenus de cette région est l'élevage. Maintenant que nous sommes assiégés par la situation, que ce soit à cause des routes de contournement ou de la question de l'E1, nous sommes dans une situation difficile. Ceux qui avaient des moutons devaient les réduire. Si l'on avait un troupeau de 200 moutons, ils n'en gardent plus que 20, 30 ou 40, les nourrissent et les soignent et il n'y a aucun profit. Les craintes des Palestiniens sont justifiées. Si l'injuste mesure E1 était appliquée à grande échelle, toutes les communautés bédouines seraient déplacées. On parle du déplacement d'environ 7000 bédouins de cette zone vers des lieux et un avenir inconnu. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues des principales villes d'Italie ce lundi dans le cadre de protestations contre l'offensive sioniste à Gaza. Les services de transport ont également été perturbés. Un certain nombre d'écoles à travers tout le pays ont été fermées à la suite de grèves auxquelles a appelé un groupe de syndicats en solidarité avec le peuple palestinien. À Gênes, dans le nord-ouest du pays, des manifestants ont brandi le drapeau palestinien lors de rassemblements matinaux autour du port. Plus loin sur la côte, à Livourne, en Toscane, l'entrée du port a été bloquée par des travailleurs protestataires.
Les dockers italiens affirment vouloir empêcher l'Italie d'être utilisée comme escale pour le transfert d'armes et d'autres fournitures vers l'entité sioniste qui mène un véritable génocide contre la population à Gaza. Je suis enseignante, je travaille avec des enfants et je souhaite donc que tous les enfants du monde vivent en paix. La paix, c'est simple. Vivre en paix, avoir un toit, rester chez soi avec ses parents et ses frères et sœurs, dormir dans un lit sans craindre les bombes, la destruction ou la faim. senza la paura delle bombe, della distruzione e la fame. Gênes est un port et donc l'endroit idéal pour tenter de mettre un terme à ce trafic d'armes qui alimente le génocide. Ces armes ne devraient pas passer car notre loi l'interdit. Elles transitent par des pays en guerre et violent les droits humains et pourtant elles passent sans entrave. Heureusement, nous avons ici un groupe de dockers très combatifs et se bat bec et ongle et entraîne l'ensemble des citoyens dans cette protestation qui se propage à l'échelle nationale et internationale. Retour en Algérie, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi l'archevêque d'Alger, le cardinal Jean-Paul Vesco, au siège de la présidence de la République. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République Boualem Boualem et du ministre des Affaires religieuses et des Waqf Youssef Belmadi. De son côté, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a pris part ce lundi à la cérémonie de lancement officiel de la Déclaration mondiale sur la protection du personnel humanitaire dans un contexte marqué par l'intensification des attaques ciblant les travailleurs humanitaires, notamment à Gaza, représentant l'Algérie aux travaux du segment de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de la diplomatie algérienne a signé cette déclaration qui vise à renforcer l'arsenal juridique pour protéger les travailleurs humanitaires conformément aux exigences du droit international humanitaire et garantir l'acheminement des aides à ses bénéficiaires de manière totale, sûre, rapide et sans entrave. Ahmed Attaf a par ailleurs participé aujourd'hui à New York à la séance publique de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée à la commémoration du 80e anniversaire de la création de l'Organisation des Nations unies. Cette séance de haut niveau a permis de passer en revue les acquis de l'Organisation des Nations unies au cours des 8 dernières décennies, notamment dans les domaines de la paix, de la sécurité, du développement et des droits de l'homme, tout en offrant l'occasion de mettre en lumière les défis croissants auxquels le monde est confronté et de renouveler l'attachement aux principes et aux objectifs de la Charte des Nations Unies en vue de l'instauration d'un système multilatéral plus inclusif et plus efficace. I call to order the high-level plenary meeting. Tout autre chose à présent, l'armée de l'air ukrainienne a déclaré que ses défenses aériennes avaient détruit des dizaines de drones russes dans la nuit de dimanche à lundi. Dans un communiqué publié sur Telegram, cette dernière précise que ses défenses avaient réussi à abattre 132 drones russes au-dessus de plusieurs régions du pays. Les médias russes ont rapporté que plusieurs personnes avaient été tuées et d'autres blessées lors d'une attaque ukrainienne ce lundi. Les mêmes sources ont précisé que des avions ukrainiens ont mené des raids sur une zone de villégiature de la péninsule de Crimée, tuant 3 personnes et en blessant 16 autres. Et par ailleurs, sachez que la Russie accuse l'Estonie, membre de l'OTAN, d'avoir faussement affirmé que 3 avions militaires russes avaient violé son espace aérien pendant 12 minutes vendredi, affirmant que Tallinn essayait d'intensifier une atmosphère de confrontation. Interrogé sur cette affirmation, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Moscou n'avait pas entendu l'Estonie dire qu'elle disposait de preuves pour étayer son accusation. Les pilotes russes ont toujours agi conformément au droit international, selon ce dernier.
Notre ministère de la Défense a catégoriquement démenti ces allégations. De plus, le communiqué de nos militaires fait référence à des données de contrôle objectives. Nous n'avons jamais entendu la partie estonienne affirmer posséder de telles données. C'est pourquoi nous considérons ces allégations comme creuses, infondées et relevant d'une campagne totalement irresponsable visant à exacerber les tensions et à créer un climat de confrontation. C'est regrettable. D'un autre côté, ces évolutions ne sont pas nouvelles dans la politique étrangère de l'Estonie et des autres États baltes. Nous les observons constamment. Cependant, malheureusement, les tensions s'intensifient de plus en plus dans la région. Nos forces armées opèrent dans le strict respect des règles internationales, y compris celles régissant les vols. Dans le même sillage, les représentants de 32 pays de l'OTAN vont se réunir mardi matin à Bruxelles à la demande de l'Estonie. Cette réunion du Conseil de l'Atlantique Nord au niveau des ambassadeurs aura lieu dans le cadre de l'article 4 du traité de l'OTAN qui prévoit des consultations entre alliés en cas de menace sur l'un de ses membres. Et le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu'il était prêt à prolonger d'1 an le dernier traité de contrôle des armements entre Washington et Moscou qui limite le nombre d'armes nucléaires dont dispose chaque partie. Si le président américain Donald Trump fait de même, le nouveau traité de réduction des armes stratégiques ou New START qui limite donc le nombre d'ogives nucléaires stratégiques que les États-Unis et la Russie peuvent déployer, ainsi que le déploiement de missiles et de bombardiers terrestres et sous-marins pour les transporter, doit expirer le 5 février 2026, à un peu plus de 4 mois de son expiration. Les divergences sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie signifient que la Russie et les États-Unis n'ont pas encore entamé de négociations sur le renouvellement ou la révision de ce traité. Après le 5 février 2026, la Russie est prête à continuer de respecter les limites quantitatives centrales du traité sur la réduction des armes stratégiques pendant 1 an. À l'avenir, après analyse de la situation, nous déciderons si nous maintenons ces auto-limitations volontaires. Nous pensons que cette mesure ne sera viable que si les États-Unis agissent de manière similaire. Une attention particulière doit également être accordée au projet d'expansion des composants stratégiques du système de défense antimissile américain, notamment aux préparatifs de déploiement d'intercepteurs dans l'espace. Nous pensons que la mise en œuvre de telles actions déstabilisatrices pourrait anéantir nos efforts pour maintenir le statu quo dans le domaine des armes stratégiques. Nous réagirons en conséquence. Et pour Vladimir Poutine, il ne fait aucun doute que la Russie est capable de répondre à toute menace existante ou émergente. Il ne fait aucun doute que la Russie est capable de répondre à toute menace existante ou émergente, non pas par des paroles, mais par des mesures militaires et techniques. Notre décision d'abandonner le moratoire unilatéral sur le déploiement des missiles terrestres à portée intermédiaire et courte est un exemple. Cette décision a été prise pour répondre de manière adéquate au programme de déploiement d'armes similaires d'origine américaine et occidentale en Europe et dans la région Asie-Pacifique qui menace directement la sécurité de la Russie. Direction les Philippines avant de clore cette édition avec des vents à 215 km/h et des rafales allant jusqu'à 295 km/h. Le typhon Ragasa a touché terre sur l'île de Calayan dans la province de Cagayan, dans le nord des Philippines. Les secouristes philippins se sont dépêchés ce lundi pour déblayer la boue et les débris après qu'un glissement de terrain ait bloqué une section d'une autoroute à Tuba dans la province de Benguet, dans le nord du pays. Le président Marcos Jr. a ordonné à l'agence philippine de répondre aux catastrophes, de se mettre en état d'alerte maximale et de mobiliser toutes les agences gouvernementales. Et voilà, c'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée.